Bonjour à tous, dans quelques minutes il sera 6h. Il y a quelqu'un autour de cette table qui a fait une grasse matinée. Oui, c'est vrai, par rapport à d'habitude. Bonjour Damien, bonjour à tous. Elle vous réveille avec l'information étant guide dans les à 4h30 la semaine, elle est là le week-end. Elle n'arrête plus, ça va Pauline? Ça va extrêmement, je suis hyper contente d'être là. Ah bah, on est ravis de t'accueillir. Bah ouais, on est content que tu sois content. Formidable. Une grosse... Pas mal de pluie encore, bon, c'est voilà, Oui, un peu la même rengaine, on va dire. Bon, la météo justement Voilà. ensuite. Merci de vous réveiller avec l'équipe de Week-end Première. Il est pratiquement 6h et à la une, les mystères enfin révélés de l'affaire Ballon. Et on a le scénario du double enlèvement. Le plan ne laissait rien au hasard. Vous verrez, les 7 personnes interpellées ont été mises en examen cette nuit. Mais les enquêteurs pensent que le donneur d'ordre court toujours. La mère d'Amandine, coupable d'actes de torture et d'avoir laissé sa fille mourir de faim. Elle a été condamnée à perpétuité hier par les assises de l'Hérault. Justice a été rendue, a dit le père de l'adolescente, très ému, vous l'entendrez. Dans ce journal également, aura-t-on un référendum en 2025? L'Élysée a déjà des idées en tête. Le ministre de l'Intérieur pousse, lui, pour une consultation sur l'immigration. Un dépistage organisé pour le cancer du poumon. Enfin, une phase pilote sera mise en place dans les mois qui viennent avant une généralisation. Avec plus de 30 000 morts chaque année en France, c'est le cancer qui tue le plus. Et vos rendez-vous dans Week-end Première, les sports dans un instant. Antoine, on reviendra notamment sur Alexis Pinturo. Oui, effectivement, et globalement, la guigne qui touche l'équipe de France de ski alpin, 4 chutes hier, et Alexis Pinturo dont la saison est fortement compromise. Et la culture à 7h10, Philippe. Et comment réconcilier les jeunes avec le musée? Eh bien, on va demander à Oli de Big Flo et Oli qui a mené son petit musée à lui. Ça s'appelle le musée imaginaire, c'est à Toulouse. On visitera ça tout à l'heure. Voilà un dossier criminel comme on n'en a plus connu depuis des décennies. Un double enlèvement, une main mutilée, une rançon. Les victimes, David Ballan, qui a fait fortune dans les crypto-monnaies, et son épouse. Et ils ont été libérés des ravisseurs présumés qui ont été mis en examen et incarcérés cette nuit. Mais le commanditaire est sans doute encore dans la nature. Pierre-Henri Holderbaum avec nos équipes sur le terrain. Nous arrivons à récupérer, à libérer Monsieur Ballan sain et sauf et arrêter ses ravisseurs. 24 heures plus tôt, mardi, le GIGN est appelé en renfort dans le Cher après l'enlèvement du cofondateur de Ledger, David Ballan, et de son épouse. Nous avons une vision qui est assez finalement floue de la situation. C'est que 2 personnes ont été enlevées. On sait qu'une vidéo a été diffusée de ces personnes enlevées. Et donc c'est notre base de travail. Des premiers éléments qui emmènent les gendarmes ici, dans cet immeuble. Mais à l'intérieur, aucune trace de David Ballan et de son épouse. Un peu plus tard, une arrestation pour voiture volée relance l'enquête. Il va s'avérer qu'en garde à vue, ils vont comprendre que cet homme a un lien potentiel avec la séquestration et l'enlèvement de David Ballan et de sa compagne. Et ces informations vont permettre aux enquêteurs d'avancer, de faire un bond dans l'enquête. Une information mène le GIGN à une 60aine de kilomètres de Vierzon, dans cette maison isolée près de Châteauroux. Une intervention que nous faisons avec un maximum d'effets de surprise. C'est-à-dire qu'ils sont pris au dépourvu quand nous arrivons sur ce domicile. Et donc nous arrivons à récupérer, à libérer Monsieur Ballan sain et sauf et arrêter ses ravisseurs. Mais aucune trace de son épouse. L'enquête se poursuit et emmène cette fois-ci les gendarmes sur un parking à Étampes. Nous prenons le parti de mener un assaut, là encore en surprise et en souplesse, sur ce véhicule, puisqu'on tombe à l'arrière du véhicule sur la conjointe de David Ballan et sur ses ravisseurs. Une course de 48 heures qui aura mobilisé 230 gendarmes, dont 90 hommes du GIGN. Hier, c'était aussi l'épilogue du procès de la mère d'Amandine devant les assises de l'Hérault. La principale accusée a été jugée coupable d'avoir frappé, confiné et affamé jusqu'à la mort sa fille de 13 ans. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans. Son ex-compagnon a été condamné à 20 ans. Justice a été rendue, a estimé le père d'Amandine. La justice a été rendue. La mémoire d'Amandine reste très présente. Je suis extrêmement fatigué, vidé. Et c'est vraiment des moments très difficiles et je préfère pas parler plus là-dessus. Très éprouvant. Je suis vidé. Mes enfants sont vidés aussi. Voilà.
Voilà pour l'action du père d'Amandine. L'alerte rouge a été levée en Irlande et en Écosse. La tempête Eowyn s'est évacuée vers le nord après avoir balayé les îles britanniques. On a mesuré des rafales à plus de 180 km/h à Galway. Le bilan, un homme est décédé dans le nord de l'Irlande, tué par la chute d'un arbre. 1 million de foyers étaient hier soir encore privés d'eau courante. Et chez nous, à cause des fortes pluies qui accompagnent la tempête, Guillaume, on suit la hauteur de plusieurs cours d'eau en Bretagne et en Normandie. Et oui, puisqu'en fait, les nappes phréatiques sont encore très élevées. Après 1 an et demi de précipitations quasiment ininterrompues, chaque nouvel épisode en fait, de pluie abondante fait réagir les cours d'eau. En 24 heures, il est tombé l'équivalent de 15 jours de pluie dans le nord-ouest. 2 départements sont actuellement placés en vigilance crue, donc l'île-et-Vilaine ainsi que le Calvados. La Meuse, l'Île, ainsi que l'Orne et la Dive donc, sont à surveiller de près. Les nouvelles pluies d'aujourd'hui n'avont pas arrangé la situation. D'ailleurs, il est prévu des pluies même un petit peu plus au sud. De grosses intempéries également pour demain soir. Attention, beaucoup de vent, de la pluie également, ainsi que lundi. En fait, il faudra attendre vendredi prochain pour que la situation s'améliore réellement. Merci beaucoup Guillaume, on va évidemment suivre cela avec toi durant toute cette matinale aux États-Unis. À présent, le premier déplacement présidentiel de Donald Trump qui est justement consacré aux États qui ont été touchés par les catastrophes naturelles. Oui, et la Caroline du Nord. Et puis là, cette nuit, il était à Los Angeles, dont certains quartiers ont été dévastés par les incendies. Les foyers sont désormais sous contrôle. Ça n'est pas le cas d'un autre feu qui s'est déclaré il y a 2 jours plus au sud, à San Diego. Toujours à l'étranger, Israël qui attend aujourd'hui la libération de 4 otages, 4 femmes dont les noms ont été transmis hier par le Hamas. Dans le même temps, Tsahal poursuit ses opérations en Cisjordanie. La Cisjordanie où l'élection de Donald Trump a exacerbé les tensions entre Palestiniens et colons israéliens qui se sentent soutenus par Washington. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans un village palestinien visé par une attaque de colons. Un reportage qui dit toute la complexité des relations entre les communautés. Clémence Dibou et Tom Beck. Voilà ce qu'il reste du magasin de jardinage d'Armad, entièrement incendié il y a quelques jours. Plusieurs commerces ont été attaqués ici, dans le village d'Al-Fundouk en Cisjordanie. Juste à côté, Mohamed veut nous montrer les dégâts de son entrepôt familial. Il ne reste plus rien, tout a brûlé. Ils ont cassé la fenêtre et jeté un cocktail Molotov. Ici, on travaille avec les Israéliens, ce sont nos clients, on vit ensemble. Je ne sais pas de quelle colonie ils sont venus, ils étaient cagoulés. On ne voyait que leurs yeux. Ce dont parle Mohamed, c'est cette attaque en pleine nuit de colons israéliens, arrivés par bus. On les voit ici mettre le feu à un camion puis à une maison. En anonyme, son propriétaire accepte de nous montrer les dégâts. Ma mère pleurait, il l'insultait, disait qu'ils allaient tuer toute la population arabe, qu'on devrait tous partir. Les soldats qui patrouillaient dans le secteur ne nous sont pas venus en aide et les soldats israéliens n'ont pas bougé. Des violences qui s'enchaînent. Il y a 2 semaines, 3 Israéliens ont été assassinés sur cette route par des hommes armés. Les victimes venaient de la colonie voisine de Kedoumim, où habite Ishaï. Fermier israélien, habitué de ces jardineries palestiniennes, et qui s'inquiète du vivre ensemble. Écoute, moi je suis réarmé depuis le 7 octobre. Pourtant à la fin, je pense que les 2 côtés vont devoir comprendre que personne ne partira. Il va bien falloir vivre ensemble. Face à ces tensions, c'est l'armée israélienne qui quadrille désormais la zone, avec des patrouilles de soldats en permanence dans les rues du village. On va en France. Bruno Retailleau enfonce le clou sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur a envoyé cette semaine une circulaire au préfet avec des consignes plus strictes en matière de régularisation. Et hier, il s'est dit favorable à un référendum sur la question. S'il y a bien un sujet où il faudra un jour que les Français en délibèrent, c'est l'immigration. Parce que c'est sans doute le sujet qui, depuis un demi-siècle, a le plus profondément bouleversé la société française, sans qu'on mette les Français à même d'en délibérer. Alors le ministre a toutefois précisé qu'il faudrait sans doute changer la Constitution pour qu'une question sur l'immigration puisse faire l'objet d'un référendum. Il est 6h07 en direct sur BFM TV. Notre santé à présent avec la fin d'une anomalie, le cancer du poumon, celui qui tue le plus en France, qui va faire l'objet d'un programme de dépistage organisé. Oui, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les cancers du sein ou du côlon. Première phase d'ici la fin de l'année. Jules Bedeau, Romain Ethuin, Caroline Dieudonné.